La pluie tombait comme une sentence sur Séoul, chaque goutte frappant le bitume avec la violence d'un reproche. Yeon-woo, trempé jusqu'aux os, serrait les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes tandis qu'elle fixait la porte close de la maison familiale. Quelques heures plus tôt, elle avait appelé la police, un acte qu'elle savait irréversible, un cri de vérité qui avait brisé le silence oppressant de sa famille. Elle était née dans cette maison à Nok, dans le quartier de Bukchon, où les traditions pesaient plus lourd que les murs de bois. Yeon-woo, 25 ans, avait toujours été la rebelle, celle qui posait trop de questions, celle qui refusait de plier sous le poids des attentes. Sa sœur aînée, Ji, 30 ans, était l'opposé, la fille dorée, parfaite aux yeux de leurs parents, un modèle de conformité dans une société coréenne où l'image familiale était sacrée. Mais Yeon-woo connaissait la vérité sur Ji, une vérité que personne ne voulait entendre. Ce soir-là, tout avait basculé. Dans le salon, sous les regards sévères des portraits ancestraux, Ji avait encore une fois manipulé leurs parents, accusant Yeon-woo d'avoir déshonoré la famille en fréquentant Sojin, une femme. Sojin, 27 ans, était une libraire discrète, une âme douce qui avait capturé le cœur de Yeon-woo avec ses mots et son sourire timide. Leur amour, bien que secret, était devenu une arme dans les mains de Ji, qui menaçait de tout révéler si Yeon-woo ne se pliait pas à ses exigences. Mais ce n'était pas tout. Ji cachait un secret bien plus sombre, une implication dans des affaires illégales, des dettes camouflées sous son image impeccable. Yeon-woo avait découvert des preuves, des messages, des transactions, et, dans un élan de justice, elle avait appelé la police. Lorsque les sirènes avaient retenti dans la rue étroite, Ji avait hurlé, ses parents avaient pleuré, et Yeon-woo avait été chassé comme une paria. « Tu n'es plus notre fille », avait craché sa mère, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Sous la pluie, Yeon-woo sentit une main frôler la sienne. Sojin, silencieuse, était là, ses yeux pleins d'une douleur partagée. « Tu n'avais pas à faire ça pour moi », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Yeon-woo secoua la tête. « Ce n'était pas seulement pour toi. C'était pour la vérité. » Elles marchèrent ensemble, loin de la maison à Nok, vers un avenir incertain. Yeon-woo savait que ce n'était que le début. Ji ne se laisserait pas tomber si facilement, et la société coréenne, avec ses jugements implacables, ne leur pardonnerait pas leur amour. Pourtant, dans la chaleur de la main de Sojin, Yeon-woo trouva une raison de se battre. Le lendemain, elles s'installèrent dans un petit appartement à Honda, un quartier vibrant où la jeunesse défiait les conventions. L'endroit était modeste, les murs fins laissaient passer les rires des voisins, mais c'était leur refuge. Sojin, avec ses lunettes rondes et ses pulls trop grands, passait ses journées à trier des livres dans sa librairie, tandis que Yeon-woo, graphiste indépendante, cherchait des contrats pour subvenir à leurs besoins. Chaque soir, elles se retrouvaient autour d'une tasse de thé, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Mais la paix était fragile. Les rumeurs couraient vite à Séoul, et la nouvelle de l'arrestation de Ji, bien que discrète dans les médias, avait atteint les cercles familiaux. Les amis de leurs parents, les voisins, tous chuchotaient. Yeon-woo recevait des messages anonymes, des insultes voilées, des avertissements. « Tu as détruit ta famille. Rentre et excuse-toi. » Elle les ignorait, mais chaque mot était une aiguille dans son cœur. Sojin, elle, luttait contre ses propres démons. Élevée dans une famille conservatrice de Busan, elle avait fui à Séoul pour échapper à un mariage arrangé. Son amour pour Yeon-woo était sa rébellion, mais aussi sa peur la plus profonde. « Et si on ne s'en sort pas ?» demanda-t-elle un soir, les larmes roulant sur ses joues. Yeon-woo la serra contre elle, murmurant « On s'en sortira. Ensemble. » Pourtant, Ji n'avait pas dit son dernier mot. Libérée sous caution grâce aux relations de leurs parents, elle préparait sa revanche. Yeon-woo le savait. Elle avait vu la lueur de haine dans les yeux de sa sœur lorsque la police l'avait emmenée. Cette lueur promettait une tempête, et Yeon-woo devait se préparer. Les semaines suivantes furent un mélange de lumière et d'ombre. Honda, avec ses rues pleines de musique et de couleurs, offrait à Yeon-woo et Sojin un semblant de liberté. Elle se promenait main dans les ruelles animées, défiant les regards curieux. Mais derrière chaque sourire partagé, une tension persistait. Ji n'était pas du genre à pardonner, et Yeon-woo sentait son ombre planer.
Un matin, alors que Yeon-woo travaillait sur une illustration pour un client, son téléphone vibra. Un message de sa mère: « Reviens à la maison. Ji est malade. Elle a besoin de toi. » Yeon-woo fixa l'écran, le cœur serré. Était-ce un piège? Une manipulation? Elle connaissait sa sœur, son talent pour tisser des mensonges. Pourtant, une part d'elle, celle qui se souvenait des rires d'enfance avec Ji, hésitait. Sojin, en rentrant de la librairie, trouva Yeon-woo perdu dans ses pensées. « Tu veux y aller ?» demanda-t-elle, posant une main douce sur son épaule. Yeon-woo secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas après ce qu'elle a fait. » Mais le doute s'installa, comme une fissure dans leur fragile équilibre. Quelques jours plus tard, une visite inattendue bouleversa leur routine. Min-ji, une amie d'enfance de Yeon-woo, frappa à leur porte. Min-ji, 26 ans, était une avocate en devenir, connue pour son franc-parler et son soutien discret à la communauté LGBT de Séoul. « Ji raconte à tout le monde que tu l'as trahi par jalousie, dit-elle, son ton grave. Elle dit que tu as inventé des histoires pour la détruire. » Yeon-woo sentit la colère monter. « Elle ment. J'ai des preuves. » Min-ji hocha la tête, mais son regard était inquiet. « Les preuves, c'est une chose. Mais l'opinion publique en Corée, c'est une autre bataille. Les gens croient Ji parce qu'elle est charismatique, parce qu'elle sait jouer la victime. » Sojin, silencieuse jusqu'alors, prit la parole. « Et si on parlait publiquement? Si on racontait notre version ?» Yeon-woo la regarda, surprise. Sojin, si réservé, proposait une idée audacieuse. Mais Min-ji secoua la tête. « Ce serait risqué. La société coréenne n'est pas prête à accepter votre amour sans jugement. Et Ji a des alliés puissants. » Ce soir-là, Yeon-woo et Sojin discutèrent jusqu'à l'aube. Parler publiquement de leur amour, de la vérité sur Ji, signifiait s'exposer à la haine, aux critiques, peut-être à la violence. Mais garder le silence, c'était laisser Ji gagner. « On ne peut pas vivre en se cachant, » murmura Yeon-woo, serrant la main de Sojin. « Si on veut un avenir, on doit se battre. » Le lendemain, elles rencontrèrent Min-ji dans un café discret d'Itaewon, un quartier connu pour sa tolérance. Min-ji apporta un dossier, des copies des preuves que Yeon-woo avait trouvées, des captures d'écran de transactions illégales impliquant Ji. « Si vous voulez aller jusqu'au bout, je peux vous aider à construire un dossier solide, » dit-elle. « Mais soyez prête. Ça va être une guerre. » Yeon-woo sentit un frisson la parcourir. Une guerre. Elle n'avait jamais voulu ça, mais Ji ne lui laissait pas le choix. Elle regarda Sojin, cherchant dans ses yeux la force dont elle avait besoin. Sojin hocha la tête, un sourire timide mais résolu. « Ensemble, » murmura-t-elle. Elles commencèrent à planifier. Min-ji les mit en contact avec une journaliste indépendante, Irin, qui écrivait sur les injustices sociales. Irin, 32 ans, était une femme audacieuse, connue pour ses articles percutants. Elle accepta de les écouter, mais les avertit: « Si je publie votre histoire, vous serez sous les projecteurs. Pas seulement à Séoul, mais dans tout le pays. Êtes-vous prête à ça ?» Yeon-woo n'était pas sûr. La peur la rongeait, mais l'idée de laisser Ji manipuler la vérité était insupportable. « On le fait, » dit-elle enfin, sa voix tremblante mais déterminée. Sojin serra sa main sous la table, un geste qui valait 1000 mots. La réunion avec Irin marqua un tournant. Dans un petit bureau encombré de livres et de notes, elle écouta Yeon-woo et Sojin raconter leur histoire. Ses yeux, perçants mais bienveillants, ne quittaient pas leur visage. « Votre histoire est plus grande que vous, » dit-elle. « Ce n'est pas seulement Ji. C'est tout un système qui protège les apparences au détriment de la vérité. » Irin proposa de publier un article dans un magazine en ligne connu pour ses enquêtes audacieuses. Mais elle insista sur un point: vous devez être prête à parler de votre amour. Pas juste de Ji. Les gens doivent comprendre pourquoi vous vous battez. Yeon-woo sentit son cœur se serrer. Parler de leur relation, c'était s'exposer à la haine d'une société encore marquée par le conservatisme. Mais Sojin, d'une voix ferme, répondit: on le fera. Les jours suivants furent un tourbillon. Irin travailla avec Min-ji pour vérifier les preuves,
tandis que Yeonwoo et Sojin préparaient leur témoignage. Chaque mot était un combat, chaque phrase une blessure ouverte. Yeonwoo raconta les années de pression familiale, les attentes écrasantes, la manière dont Ji avait toujours été favorisé. Sojin parla de son propre parcours, de sa fuite de Busan, de la peur d'être rejeté à nouveau. Lorsque l'article fut publié, il fit l'effet d'une bombe. Intitulé « La vérité derrière la fille dorée », une histoire d'amour et de courage, il détaillait les agissements de Ji, mais aussi l'amour de Yeonwoo et Sojin, présenté comme un acte de résistance face à l'hypocrisie. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains saluaient leur courage, d'autres les insultaient, les traitant de traîtres ou pire. Ji riposta immédiatement. Dans une interview télévisée, elle pleura, jouant la victime avec une maîtrise parfaite. « Ma sœur est jalouse depuis toujours », dit-elle, la voix tremblante. Elle a inventé ces accusations pour me détruire. Les parents de Yeonwoo apparurent à ses côtés, dénonçant leur fille cadette comme une ingrate. Yeonwoo, en regardant l'émission, sentit la nausée l'envahir. Mais Sojin, à ses côtés, murmura « On savait que ce serait dur. » On continue. Le soutien vint de sources inattendues. Des membres de la communauté LGBT de Séoul organisèrent une manifestation silencieuse à Honda, brandissant des pancartes avec des messages comme « L'amour n'est pas un crime » et « La vérité triomphe ». Min-ji, infatigable, trouva d'autres témoins prêts à parler contre Ji, confirmant ses activités illégales. Irin, de son côté, publia un deuxième article dévoilant de nouvelles preuves. Mais la pression montait. Yeonwoo reçut des menaces anonymes et la librairie de Sojin fut vandalisée. Une nuit, alors qu'elles rentraient chez elles, elles trouvèrent leurs portes taguées d'insultes. Sojin s'effondra en larmes et pour la première fois, Yeonwoo douta. « Et si on avait fait une erreur ?» murmura-t-elle. Sojin, malgré ses larmes, secoua la tête. « On n'a pas le choix. Si on abandonne, Ji gagne. Et nous, on perd tout. » Elles décidèrent de contre-attaquer. Avec l'aide de Min-ji, elles organisèrent une conférence de presse. Ce serait leur moment, leur chance de parler directement au public. Yeonwoo passa des nuits blanches à écrire son discours, cherchant les mots justes pour exprimer sa douleur, sa colère, mais aussi son amour. Sojin, plus réservée, rédigea une lettre qu'elle lirait à voix haute, un témoignage poignant de leur lien. Le jour de la conférence, la salle était pleine. Journalistes, curieux, soutiens et détracteurs se pressaient dans l'espace exigu. Yeonwoo monta sur scène, le cœur battant, Sojin à ses côtés. Elle commença « Je ne suis pas ici pour détruire ma famille. Je suis ici pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que l'amour ne devrait jamais être une honte. » La conférence de presse fut un séisme. Les mots de Yeonwoo, chargés de douleur et de détermination, résonnèrent dans la salle. Lorsqu'elle parla de son amour pour Sojin, sa voix trembla, mais elle ne fléchit pas. Sojin, lisant sa lettre, décrivit leur rencontre dans la librairie, un moment où un simple échange sur un livre avait changé leur vie. Yeonwoo m'a appris à être courageuse, dit-elle, les larmes aux yeux. Et aujourd'hui, je veux être courageuse pour elle. Les réactions furent immédiates. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Vérité pour Yeonwoo devint viral. Des jeunes, des artistes, des activistes partagèrent leurs propres histoires de rejet, de lutte pour être acceptés. Mais les critiques furent tout aussi virulentes. Des groupes conservateurs appelèrent au boycott de la librairie de Sojin et certains médias relayèrent les accusations de Ji, la dépeignant comme une victime d'une sœur instable. Ji, sentant la pression, intensifia ses attaques. Elle engagea un avocat réputé qui déposa une plainte contre Yeonwoo pour diffamation. Les parents de Yeonwoo, toujours sous l'emprise de Ji, coupèrent tout contact. Un soir, Yeonwoo trouva une lettre glissée sous leur porte, écrite de la main de sa mère. « Tu as choisi l'égoïsme. Ne reviens jamais. » Ces mots la brisèrent, mais Sojin, toujours là, lui rappela « Ta famille, c'est aussi nous maintenant. » Min-ji, fidèle allié, travailla sans relâche pour contrer la plainte. Elle découvrit de nouvelles preuves, des enregistrements audio où Ji discutait de ses activités illégales avec un associé. Ces enregistrements, bien que risqués à utiliser,
furent confiés à Irin, qui les intégra dans un nouvel article. Cette fois, l'opinion publique commença à basculer. Des voix s'élevèrent pour demander une enquête approfondie sur J.I. Mais le combat prenait son tribut. Sojin, épuisé par le vandalisme et les menaces, commença à douter. « Peut-être qu'on devrait partir », murmura-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises sur leur canapé usé. Quitter Séoul, tout recommencer ailleurs. Yeon-woo, bien que tenté, secoua la tête. « Si on part, on abandonne tous ceux qui croient en nous. On abandonne la vérité. » Elles trouvèrent du réconfort dans leur communauté. À Honda, des amis organisèrent une soirée de soutien dans un bar local. Des musiciens jouèrent, des poètes lurent des textes sur l'amour et la résistance. Une jeune femme, Eunji, 22 ans, s'approcha de Yeon-woo et Sojin, les larmes aux yeux. « Merci, dit-elle. Grâce à vous, j'ai dit à mes parents que j'aime une fille. Ils ne l'ont pas bien pris, mais je me sens libre. » Ces mots redonnèrent à Yeon-woo une force qu'elle croyait perdue. Pourtant, la tempête n'était pas finie. Une nuit, alors qu'elle rentrait tard, 2 hommes les suivirent dans une ruelle sombre. Yeon-woo sentit la peur l'envahir, mais elle se plaça devant Sojin, prête à se battre. Les hommes, après quelques insultes, s'éloignèrent, mais l'incident laissa une marque. « On ne peut pas vivre comme ça », murmura Sojin, tremblante. Yeon-woo, serrant ses mains, répondit « Alors on va changer les choses. Pour nous. Pour tout le monde. » Elles décidèrent de frapper plus fort. Avec l'aide de Minji et Irin, elles organisèrent une exposition à Honda, mêlant art et militantisme. Yeon-woo créa des illustrations vibrantes, racontant leur histoire à travers des couleurs audacieuses. Sojin écrivit des poèmes, exposés à côté des œuvres. L'exposition, intitulée « Vérité en couleurs », attira des centaines de personnes. Pour la première fois, Yeon-woo sentit qu'elle n'était pas seule. L'exposition « Vérité en couleurs » devint un symbole. Les médias en parlèrent, des blogueurs partagèrent des photos, et même des étrangers, touchés par l'histoire, envoyèrent des messages de soutien. Yeon-woo et Sojin, malgré la fatigue, sentirent une lueur d'espoir. Leur amour, autrefois un secret, était maintenant une bannière, un cri de ralliement pour ceux qui se sentaient invisibles. Mais J.I. n'avait pas abandonné. Ses avocats déposèrent une nouvelle plainte, cette fois contre Irin, accusant la journaliste de publication de fausses informations. La menace d'un procès planait, et Irin, bien que déterminée, avoua à Yeon-woo que les ressources manquaient pour continuer la bataille légale. « On a besoin d'un miracle, » dit-elle, un sourire amer sur les lèvres. Le miracle vint sous une forme inattendue. Un homme d'affaires influent, M. Park, 50 ans, contacta Minji. Il avait lu l'article de Irin et reconnu le nom de J.I. dans des transactions douteuses liées à son entreprise. « Je veux aider, » dit-il lors d'une rencontre secrète. « Pas seulement pour vous, mais pour nettoyer ce milieu. » Il offrit un soutien financier et des contacts dans la police pour ouvrir l'enquête sur J.I. Avec ce nouvel allié, l'équipe se remit au travail. Minji coordonna les efforts, tandis que Irin prépara un dernier article, un coup de grâce. Yeon-woo et Sojin, de leur côté, continuèrent à s'exprimer publiquement, participant à des débats télévisés et des podcasts. Chaque apparition était un risque, mais aussi une victoire. Leur histoire inspirait, et des groupes de défense des droits LGBT commencèrent à les inviter pour des conférences. Pourtant, la vie quotidienne restait un défi. La librairie de Sojin perdait des clients, effrayés par les controverses. Yeon-woo, bien que talentueuse, peinait à trouver des contrats stables, certains clients refusant de travailler avec une agitatrice. Les factures s'accumulaient, et l'appartement de Honda, autrefois un refuge, semblait de plus en plus étouffant. Un soir, alors qu'elle triait des documents pour l'enquête, Sojin craqua. « Je ne sais pas si je peux continuer », avoua-t-elle, la voix brisée. « Tout ça c'est trop. » Yeon-woo, le cœur lourd, la serra dans ses bras. « On est presque au bout, » murmura-t-elle. « On ne peut pas abandonner maintenant. » Le lendemain, une nouvelle bouleversante arriva. L'enquête sur J.I. fut officiellement rouverte,
grâce aux preuves fournies par M. Park et aux enregistrements de Minji. Ji fut convoqué pour un interrogatoire, et cette fois, ses larmes à la télévision ne suffirent pas à convaincre. L'opinion publique, lentement, commençait à douter de sa version. Mais la victoire avait un prix. Yeon-woo reçut un appel de son père, le premier depuis des mois. Sa voix était froide, presque mécanique. « Si tu continues, tu nous perdras pour toujours, » dit-il. Yeon-woo, les larmes aux yeux, répondit « Je vous ai déjà perdu. Mais je ne perdrai pas ma vérité. » Elle raccrocha, le cœur brisé mais résolu. So-jin, voyant son désarroi, proposa une pause. Elles partirent pour une journée à Incheon, loin de Séoul, pour respirer. Sur la plage, sous un ciel clair, elles parlèrent de leurs rêves. Ouvrir une librairie ensemble, voyager, vivre sans peur. Un jour, dit So-jin, un sourire fragile mais sincère. Yeon-woo hocha la tête. Un jour. À leur retour, une surprise les attendait. La communauté d'Itaewon avait organisé une collecte de fonds pour sauver la librairie de So-jin. Des artistes, des étudiants, des anonymes avaient donné ce qu'ils pouvaient. En larmes, So-jin serra Yeon-woo contre elle. « On n'est pas seul, » murmura-t-elle. Pour la première fois, elles sentirent que la victoire était possible. L'enquête sur Ji prit une tournure décisive. Les preuves s'accumulaient, des témoignages d'anciens associés, des relevés bancaires, des messages incriminants. Ji, acculée, tenta une dernière manœuvre. Elle organisa une conférence de presse où elle annonça qu'elle pardonnait à Yeon-woo, prétendant vouloir reconstruire la famille. Mais le public, désormais méfiant, ne fut pas convaincu. Les réseaux sociaux se moquèrent de sa performance, et les hashtags en faveur de Yeon-woo et So-jin gagnèrent en popularité. Minji, Irin et M. Park formèrent une équipe redoutable. Ils collaborèrent avec la police pour finaliser le dossier. Un matin, la nouvelle éclata. Ji fut arrêté pour fraude et blanchiment d'argent. Cette fois, aucune caution ne fut accordée. Les médias, qui avaient autrefois soutenu Ji, firent volte-face, publiant des articles sur sa chute. Yeon-woo et So-jin regardèrent les nouvelles depuis leur appartement, enlacés sur le canapé. La victoire était là, mais elle avait un goût doux amer. « C'est fini, non » demanda So-jin, la voix tremblante. Yeon-woo secoua la tête. « Pas encore. On doit reconstruire. » Elles décidèrent de rouvrir la librairie avec un nouvel élan. Grâce à la collecte de fonds, elles rénovèrent l'espace, ajoutant un coin café et une section dédiée aux livres sur la diversité et l'inclusion. L'inauguration attira une foule inattendue, des amis, des soutiens, mais aussi des inconnus touchés par leur histoire. Eunji, la jeune femme qui s'était confiée lors de la soirée à Honda, était là, tenant la main d'une fille qu'elle présenta comme sa petite amie. « Vous nous avez donné du courage », dit-elle. Mais la famille de Yeon-woo restait un vide douloureux. Une lettre de sa mère arriva, brève et froide. « Nous ne pouvons pas accepter ton choix. Ne nous contacte plus. » Yeon-woo la lut en silence, puis la rangea dans une boîte. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à transformer sa douleur en force. So-jin, de son côté, reçut un appel inattendu de sa propre famille. Sa mère, après des mois de silence, demanda à la voir. La rencontre eut lieu dans un café discret de Busan. La mère de So-jin, les larmes aux yeux, s'excusa. « Je ne comprends pas tout, » dit-elle, « mais je veux essayer. » Ce fut un premier pas, fragile mais précieux. Yeon-woo et So-jin commencèrent à rêver plus grand. Elles envisagèrent de créer une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille. Avec l'aide de Minji et Irin, elles posèrent les bases du projet, nommé « Vérité et refuge ». L'idée était simple, offrir un espace sûr, des ressources et un message d'espoir. Mais la société coréenne restait un défi. Bien que leur histoire ait inspiré beaucoup, les mentalités changeaient lentement. Lors d'un débat télévisé, un commentateur conservateur les attaqua, les accusant de détruire les valeurs traditionnelles. Yeon-woo, invité à répondre, prit la parole avec une assurance nouvelle. Les valeurs traditionnelles, c'est aussi l'honnêteté, la justice et l'amour.
Nous ne détruisons rien. Nous construisons un monde où chacun a sa place. Ces mots firent le tour des réseaux sociaux, devenant un cri de ralliement. Yeonwoo et Sojin, autrefois seuls, se retrouvaient au cœur d'un mouvement. Leur appartement, autrefois un refuge précaire, devint un lieu de rencontre où des jeunes venaient partager leurs histoires, leurs peurs, leurs espoirs. Un soir, alors qu'elles regardaient les étoiles depuis leur balcon, Sojin murmura « On a fait quelque chose de grand, non ?» Yeonwoo sourit, serrant sa main. « On a juste dit la vérité. Et ça a suffi. » 1 an plus tard, la librairie de Sojin était devenue un symbole à Honda. Les étagères débordaient de livres, les murs étaient couverts d'œuvres d'artistes locaux, et le coin café bruissait de conversations. Yeonwoo, désormais reconnu comme graphiste engagé, exposait ses illustrations dans des galeries à travers Séoul. Leur association, Vérité et Refuge, avait ouvert un centre d'accueil, offrant un soutien psychologique et juridique aux jeunes LGBT. J.I., condamné à plusieurs années de prison, disparut des radars médiatiques. Les parents de Yeonwoo restèrent silencieux, mais un jour, une cousine éloignée envoya un message. « Ils parlent de toi parfois. Ils sont fiers, même s'ils ne le diront jamais. » Ces mots, bien qu'amers, apportèrent à Yeonwoo une forme de paix. Sojin, de son côté, reconstruisit doucement sa relation avec sa famille. Sa mère vint visiter la librairie, posant des questions timides mais sincères. Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un début. « On a le temps », dit Sojin à Yeonwoo, un sourire dans la voix. Leur amour, autrefois un secret douloureux, était maintenant une force. Elle ne se cachait plus, marchant main dans les rues de Séoul, défiant les regards. Leur histoire avait inspiré des changements. Des lois plus protectrices pour la communauté LGBT étaient en discussion, et des écoles commençaient à inclure des programmes sur la diversité. Un soir, lors d'une célébration à la librairie, Yeonwoo prit la parole devant une foule d'amis et de soutien. « Nous avons commencé par un acte de vérité, » dit-elle, sa voix claire. « Et cette vérité nous a libérés. Pas seulement nous, mais tous ceux qui ont cru en nous. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est notre plus grande force. » Sojin, à ses côtés, ajouta « Nous ne sommes pas parfaites. Mais nous sommes vrais. Et c'est assez. » La foule applaudit, des larmes brillaient dans les yeux, et pour la première fois, Yeonwoo sentit que le poids du passé s'allégeait. Leur combat n'était pas fini. La société coréenne, bien que changeante, restait marquée par des préjugés. Mais Yeonwoo et Sojin avaient appris une leçon précieuse. La vérité, même douloureuse, était une arme puissante. Et l'amour, lorsqu'il était sincère, pouvait déplacer des montagnes. Sous les néons de Honda, elles continuèrent leur chemin, ensemble, bâtissant un avenir où chaque personne pourrait aimer sans peur, vivre sans honte et briller dans sa propre vérité.